Aujourd'hui, la Normandie est la 4e puissance industrielle française avec plus de 6700 entreprises, la 4e région pour le commerce extérieur. Elle représente aussi la première façade maritime de la France avec le port de Rouen, qui est le premier port exportateur de céréales et de farine, et le port du Havre, qui est le premier port français de conteneurs et 2e en matière de tonnage. Le Maroc, quelques années après l'indépendance, a rapidement engagé un revirement de sa politique en faveur d'une grande ouverture économique. L'économie marocaine dispose aujourd'hui d'un cadre macroéconomique sain et est susceptible de constituer un levier efficace pour la réalisation des objectifs de croissance durable. Par exemple, Marsa Maroc pour les ports, pour les activités portières en général, l'Open Sky pour le secteur aérien, Tout cela montre indéniablement l'engagement du pays dans sa volonté d'ouverture et de performance industrielle. Avec une croissance économique de 4,6% en 2013, une position géographique stratégique, une aide à l'investissement, une main-d'œuvre spécialisée ou encore un coût stable de l'énergie, le Maroc est aujourd'hui le 3e pays préféré des investissements directs étrangers dans la région MENA. À travers des thématiques précises, le programme de cette journée a pour objectif d'offrir un débat constructif et proactif, riche d'interventions de nos invités qui répondront à vos questions tout au long de cette journée. Et à la fin de la conférence, nous exposerons les recommandations et orientations tirées du débat sous forme de levier de renforcement des relations économiques entre la Haute-Normandie et les régions du Maroc. De la première conférence internationale sur le thème « Le renforcement des relations économiques bilatérales entre la Haute-Normandie et le Maroc ». L'objectif purement stratégique de cette conférence est double. Il vise la promotion de la région de la Haute-Normandie et du Maroc d'une part, ainsi que la consolidation des relations économiques en matière de développement d'autre part. Parce que les grands projets ne se font jamais seuls, notre association a pour but de constituer un réseau le plus étoffé possible par le biais d'une véritable stratégie de mutualisation au service du développement de chaque adhérent. En créant une union pour mieux faciliter les échanges, elle ambitionne de contribuer à la mise en place d'une réelle force économique régionale en mobilisant les talents et les compétences. Une volonté de développer un concept qui permettra de répondre et de satisfaire les besoins des entreprises et qui permettra d'inciter les porteurs de projets à investir et à s'ouvrir vers l'extérieur. Ces points sont largement déclinés dans le contrat régional de développement économique. D'où l'importance d'APRI, de collaborer avec la région et d'être un appui à sa stratégie de développement. L'association envisage d'établir une passerelle entre la région de la Haute-Normandie et l'international. Le lien s'établira d'abord avec le Maroc, notamment grâce à cette première conférence. Au Madrier, puisque c'est le nom de cet endroit, Madrier qui accueille ce qu'on appelle généralement un peu partout dans le monde une technopole. Cette technopole constitue pour la communauté d'agglomération de Rouen-Elbeuf-Ostrebert, la CREA, dont je suis le président, évidemment le navire amiral, le phare d'une économie en pleine mutation. La vallée industrielle de la Seine, comme vous le savez, connaît des évolutions significatives dans des domaines importants qui ont porté, il y a encore quelques années, une partie du développement de la France. L'industrie pétrolière, l'industrie chimique connaissent des mutations accélérées qu'il faut évidemment accompagner et peut-être accélérer encore. Et les relations, cela vient d'être rappelé avec le Maroc, sont anciennes, constituent évidemment quelque chose qui, dans notre environnement immédiat de travail, permet de construire la confiance. Elles peuvent, ces relations, connaître un rebond, elles peuvent connaître des évolutions puissantes, et je sais qu'un certain nombre d'entre vous, un certain nombre des présents y contribuent puissamment, notamment, et je souhaitais peut-être conclure par cela, notamment l'INSA et son directeur, M. Bilouette, qui nous accueille ce matin, qui, comme vous le savez tous ici, porte une initiative extrêmement importante de collaboration avec
une dimension de valorisation économique, de collaboration de nos écoles d'enseignement supérieur à travers le réseau français des INSA, collaborant évidemment avec les beaux établissements d'enseignement supérieur du Maroc. Nous avons également l'obligation que ces partenariats ne se fassent pas de manière renfermée, mais bien ouverts sur l'extérieur, bien ouverts sur les autres. L'économie ne s'arrête pas aux frontières de la Haute-Normandie. Nous devons réfléchir l'économie à l'international parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous regarder le nombril et dire que tout se passerait chez nous. Au contraire, ce n'est que à travers des partenariats, avec des partenariats riches comme celui avec le Maroc, que la Haute-Normandie progressera parce qu'on sera sur des procédés gagnant-gagnant. Il n'y a pas le vieux continent qui apporte à un pays plus jeune, mais bien des pratiques différentes et chacun a des choses à apporter à l'autre. La région Haute-Normandie s'inscrit dans un partenariat avec le Maroc depuis déjà un certain temps sur 3 politiques essentiellement qui sont la politique d'internalisation des entreprises avec le cofinancement à 50% de la participation de l'entreprise de Haute-Normandie à des rencontres d'affaires et salons au Maroc au titre de notre programme régional d'action collective à l'international. Pour 2014, 2 forums seront proposés à Casablanca. Il y a également la politique d'accueil des chercheurs étrangers. À l'INSA, d'ailleurs, il y a, si je ne m'abuse, 5 doctorants issus du Maroc, ce qui représente 11% des chercheurs. Et c'est bien ce type de pratique qui permet à un moment donné voilà, nous apporter la richesse marocaine et également nous de pouvoir échanger avec nos pratiques aux Normandes. Et puis le fonds d'aide aux micro-projets de développement qui sont 2 actions qui sont régulièrement accompagnées au titre du dispositif orienté aide publique au développement. La construction du port de Tanger-Med, qui a été lancé en 2001, symbolise, et je voulais attirer votre attention là-dessus, puisqu'on va en discuter cet après-midi, plus que tout programme européen, la volonté du Maroc de devenir un interlocuteur incontournable pour les États membres de l'Union européenne. Vous savez que cette structure consiste en un port d'éclatement pour les porte-conteneurs opérant sur la route maritime, dite du Tour du Monde. Situé au carrefour de la ligne sud-nord vers l'Europe et composé d'un axe atlantique de Nouakchott à Rabat et d'un axe méridien de Rabat à Tripoli, passant par Alger et Tunis. Ça veut dire que 55 villes vont être concernées par le tracé, soit 50 millions de personnes. Alors, combiné à l'axe routier Rabat-Tanger, la transmaghrébine devrait faciliter les échanges avec le continent européen. Et on voit à quel point tout va extrêmement vite sur place quand vous rencontrez les autorités marocaines, les responsables, ils vous disent que les Français se dépêchent, les Espagnols sont extrêmement présents. Donc on voit à quel point une telle modernisation des infrastructures accélère le rapprochement entre le Maroc et les pays européens. Je conclurai en disant que la France est de fait au cœur de ce processus de rapprochement entre notre vieux continent et le Maroc. C'est son histoire commune avec ce pays qui favorise le développement de stratégies communes innovantes, tant en matière politique qu'économique et culturelle. Dans ce contexte, compte tenu des évolutions que j'ai tenu à vous rappeler, et des projets qui sont en cours et des volontés qui sont exprimées de part et d'autre des rives de la Méditerranée, puisse notre journée d'aujourd'hui permettre justement de tracer une route faite de projets de rapprochement et de partenariats intensifiés. Voilà. Cette génération, à qui je rends un vibrant hommage, a su préparer des générations qui ont su être à la hauteur des valeurs de ce pays, la République française, en s'impliquant dans la vie politique, dans l'économie et dans le social, pour constituer, comme le démontre le prototype des organisateurs de cette conférence aujourd'hui, pour nos 2 pays des passerelles et être des ambassadeurs qui peuvent jouer un rôle très très important pour apporter une valeur ajoutée à cette relation bilatérale exemplaire, qui à l'instar d'autres pays est en pleine évolution sur les plans politiques, économiques et sociaux, assure cette évolution avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'intelligence, à la hauteur de son histoire et de sa civilisation, au moment où des crises de tout genre frappent d'autres pays dans notre région.
La modernité et le développement que poursuit notre pays, le Maroc, ce havre de paix africain et méditerranéen, où différentes cultures et ethnies ont cohabité paisiblement depuis toujours, sera toujours au rendez-vous pour consolider sa place parmi les nations, pour la défense de la paix, de la tolérance et la solidarité internationale, et rejeter toute forme de violence, de discrimination et d'extrémisme. Ces différents atouts et infrastructures qui le positionnent comme plateforme pour d'autres directions, que ce soit au monde arabe ou en Afrique, ce cher continent africain où notre pays joue un rôle primordial, multisectoriel et solidaire sur tous les plans. Mesdames et messieurs, je souhaite que cette rencontre soit un succès pour les deux parties. Voir peut-être les particularités entre les régions, voir comment travailler de manière plus durable entre les différents territoires pour trouver des synergies et des propositions qui pourraient être, comme l'a dit Madame la sénatrice et Monsieur le consul, sur du gagnant-gagnant, parce que ce type d'échange, c'est bien, en tout cas moi je l'entends bien ainsi. L'une de mes délégations, c'est le numérique. Je pense que tout comme la France, le Maroc est concerné par le numérique. Je pense qu'il est aussi important de rappeler que le numérique représente, tout comme en France, et ça représentera aussi chez vous, la poche d'emploi la plus importante pour les 20-25 ans à venir. Et je pense qu'il n'est pas concevable que l'on développe des technologies sur un territoire et qu'on ne le fasse pas avec notre premier partenaire commercial que peut être le Maroc. Et on sera également sur des échanges au niveau économique, sur des échanges au niveau entrepreneurial, parce que effectivement, et comme vous le rappeliez, Madame Nassiri, dans votre présentation, aujourd'hui, on a une difficulté dans l'emploi. Je veux dire, on va pas faire des discours politiques d'arrière-garde. C'est pas une question de droite ou de gauche. Et je pense que vous me rejoindrez. Aujourd'hui, on a une situation de l'emploi qui est compliquée. Je pense qu'on est tous, et sur ce plan-là, on doit tous se rejoindre pour trouver les bonnes solutions. Et les bonnes solutions se feront en accompagnant nos entreprises à l'international, en accompagnant nos entreprises au niveau régional. Et c'est bien ça, notre premier rôle de responsable politique, de regarder l'ensemble du panorama qui se présente à nous et pas juste être en train de regarder les choses par le petit bout de la lorgnette. Et moi, je pense que l'avenir est à l'international, l'avenir est aux échanges. Je pense que pour ce qui relève du madrier, et j'ai vu mes collègues et amis de l'ESIGELEC, on s'est regardé sur en tout cas l'accueil des doctorants en sciences et ingénierie, c'est de très loin le Maroc qui est le premier partenaire dans nos différents laboratoires. Donc le projet de l'INSA Euroméditerranée est né de la volonté du Royaume marocain de solliciter les pays européens pour étudier l'implantation d'établissements, je dirais, à forte notoriété sur le sol marocain lors du nouveau gouvernement qui avait été donc nommé, c'était en 2012, c'est ça, hein, je crois, à l'été 2012. Et quand monsieur le ministre Daoudi a rencontré la nouvelle ministre de l'enseignement supérieur française, Madame Geneviève Fioraso, pour évoquer avec elle cette idée. Notre ministre a sollicité l'ensemble de l'enseignement supérieur français pour voir quels seraient les établissements qui seraient prêts à étudier des projets collaboratifs avec le Maroc. Notre groupe s'est immédiatement porté partie prenante car nous avons, par le passé, aidé à la création des écoles nationales de sciences appliquées, les ENSA, qui sont, entre guillemets, un produit relativement proche des INSA, à une petite différence, ce sont des écoles internes aux universités, car l'organisation de l'enseignement supérieur marocain fonctionne sur un standard des universités qui ont ensuite des établissements rattachés que sont des écoles. Donc nous sommes en partenariat depuis très longtemps avec le Maroc, et c'est pratiquement une centaine de missions par an que le groupe organise, financé en partie par notre ministère des Affaires étrangères. Soit nous allons faire des actions
au niveau du Maroc, soit nos collègues de CESENSA et d'autres écoles viennent régulièrement travailler avec nous sur des programmes de formation. Et il y a eu immédiatement, je dirais, une appropriation de ce projet par un certain nombre d'institutions de très haut niveau, puisque par exemple, en septembre dernier, à Rabat, 10 pays, 5 de l'Europe du Sud, la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et Malte, et les 5 pays du Grand Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye et Mauritanie, ont signé un document attestant que ce projet rentrait complètement dans cette approche, cette volonté de co-construire et de co-localiser des structures de formation et de recherche ambitieuses pour le développement de tout cet espace euro-méditerranéen. Et je reprends toujours l'image de Sa Majesté le Roi du Maroc. C'est un projet dont les racines sont au Maroc, mais dont les branches vont de toute l'Europe, pour l'instant principalement localiser l'Europe du Sud, parce que quand on veut démarrer un projet ambitieux, il faut quand même limiter le nombre de partenaires, sinon on a du mal à être en capacité, je dirais, de le conduire à terme. Et donc le Maghreb, mais qui va largement au-delà, puisque c'est toute l'Afrique subsaharienne et le Moyen-Orient qui sont visés. Le Maroc, dans le cadre de sa politique générale, a créé ce qu'on appelle les CRI, les centres régionaux d'investissement. Pourquoi? Je voudrais, au lieu de vous lire un diaporama ce matin, vous êtes capable de le faire sans moi, c'est de vous dire, de vous donner des choses importantes, grâce auxquelles nous avons créé actuellement des implantations très importantes au Maroc. C'est ça le plus important. C'est que la région de Marrakech, comme il y a des CRI ailleurs, auparavant, je suis Monsieur X, j'arrive à Marrakech, je veux créer une entreprise, c'est un choix, et je rencontre en face de moi énormément de problèmes. D'abord, problème administratif. Et vous savez combien l'administration est longue, c'est pas moi qui vais, hein, tout le monde le sait. Donc, la personne passe aux impôts, passe aux sécurité sociale, d'abord doit chercher pour faire sa société, quel type de société, s'adapter à la réalité marocaine, etc., etc. Donc, le Maroc, dans le cadre des encouragements et de la politique instituée par Sa Majesté, a dit « ce n'est pas normal ». Vous savez, je vais vous rappeler une chose, pour vous dire combien le Maroc a fait des bons en avant. Avant, un Français ne pouvait pas créer une société tout seul. Il lui fallait un partenaire marocain. Ce qui a, par la force des choses, créé des petits problèmes de partenariat. Aujourd'hui, n'importe quel étranger peut venir à lui seul et faire sa société, que ce soit une SARL, une société anonyme. C'est libre choix, il n'est pas obligé d'être accolé de quelqu'un du Maroc pour faire son business. Deuxièmement, je le dis tout de suite parmi les avantages, avant que j'oublie. Vous savez que quand vous investissez, vous m'excusez de donner un chiffre rond, 100 000 €, vous faites votre virement à la banque. Auparavant, pour rapatrier votre argent pour raison qui vous... il fallait la croix et la bannière, l'office d'échange. Aujourd'hui, avec votre papier de la banque ayant reçu, vous donnez l'ordre de rapatrier immédiat. Donc c'est un bond en avant. Mieux que ça, pour les gens qui investissent au Maroc, mais vous me dites, moi je veux investir au Maroc, j'ai envie de rapatrier normal mon argent, mes bénéfices en France. Le Maroc a été très clair aussi. On estime que ce que vous gagnez au Maroc, vous pouvez rapatrier 65%. Et ça, c'est automatique. Parce qu'on estime qu'en vivant au Maroc, en étant résident au Maroc, vous devez au moins dépenser 35% dans votre loyer, votre nourriture, etc., donc votre vie au Maroc. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles je voulais vous entretenir. Je suis pour la région Haute-Normandie, enfin pour l'ensemble de la Normandie, puisqu'au niveau consulaire, nous avons créé un service commun CCI International Normandie. Donc c'est la seule birégion qui se situe au niveau CCI International.
Et notre rôle, c'est vraiment d'aider les entreprises de la haute et de la basse Normandie à se développer sur l'ensemble des pays. Et ma spécialité étant le Maghreb, mais avant tout le Maroc, puisque ça fait, j'ose pas vous dire depuis combien de temps je travaille avec le Maroc, mais on a eu beaucoup d'actions. Ça a commencé par des déplacements avec des chefs d'entreprise qui s'intéressaient au Maroc. Je me rappelle au niveau de l'aéronautique, ça a été quelque chose qui a commencé il y a 20 ans. Donc maintenant, il y a des entreprises de Rouen qui sont installées près de Casablanca, pas forcément sur la technopole de Noisseur, mais dans des zones industrielles moins prestigieuses, mais qui fonctionnent aussi très bien. Donc on a un tissu là rouennais qui est implanté sur place, et on a créé un club d'hommes d'affaires qui veulent partager leur expérience sur le Maroc, et qui se réunit très régulièrement. Donc s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées, moi je serai là pour vous en dire plus. Alors les actions que nous menons, donc moi j'interviens surtout sur l'accompagnement individuel des entreprises, c'est-à-dire quand l'idée démarre, c'est un peu les aider à trouver les bons relais, à se structurer elles-mêmes, à commencer les premiers échanges. Donc là c'est un peu, je dirais, travail de fourmi. Puis nous avons on a la chance d'être dans une région qui soutient beaucoup ces entreprises dans cette idée d'internationalisation. Madame Mamry l'a dit tout à l'heure, très brièvement, mais il y a des soutiens pour les entreprises qui veulent se lancer à l'international de 50%, de prise en charge des dépenses de déplacement, parce que pour faire des investissements, des partenariats, il n'y a pas 36 solutions, il faut que les hommes se rencontrent, discutent ensemble. Donc il y a ce qu'on appelle une opération nouveaux exportateurs, où les gens sont amenés à réaliser une première action à l'international. Et donc ça fonctionne très bien aussi, ça aussi pour le Maghreb, c'est pour le Maroc bien entendu. Et nous sommes là pour aider l'entreprise de la région de Haute-Normandie. Par rapport aux fondamentaux, je dirais, de l'économie marocaine, le Maroc jouit des fondamentaux macroéconomiques assez solides. Nous avons expérimenté une croissance de 5% de 2000 jusqu'à 2010. Actuellement, nous sommes aux alentours de 4% de croissance. C'est dire que c'est un pays, c'est une économie qui est au mouvement, c'est une économie qui bouge, c'est une économie qui est ouverte, et c'est une économie qui est au carrefour, non seulement de carrefour en termes de civilisation, mais aussi qui est au carrefour et qui ambitionne d'être une plateforme aussi bien pour le monde arabe que pour l'Afrique. Le deuxième point sur lequel aussi j'aimerais partager avec vous, c'est en termes de taux d'endettement. Le Maroc a su maintenir son taux d'endettement à des niveaux qui sont très appréciables, puisqu'on est pratiquement à moins 50% de PIB. Sachant que la majorité, je dirais, de la dette marocaine, c'est une dette qui est contractée auprès donc, je dirais, des intervenants nationaux. Le troisième point aussi que j'aimerais partager avec vous avant que je rentre dans le détail, c'est maintenant ça fait une décennie qu'on assiste à une mise à niveau très importante d'infrastructures, parce qu'on sait qu'on ne peut pas faire du business si on ne dispose pas d'infrastructures. Et ça c'est un point très important, puisque au bout d'une décennie maintenant nous avons pu développer plus de 1500 km d'autoroutes. On ambitionne d'arriver à 1800, c'est très important pour le Maroc. Il y a 10 ans, on peinait, je dirais, à aller de nord au sud, et maintenant, ce maillage se fait de plus en plus, et d'autant plus que, à côté je dirais, des autoroutes, nous avons pu développer maintenant plus que 15, on est à 15 ports, avec tout à l'heure, Madame la sénatrice a parlé de Tanger-Med. Tanger-Med, effectivement, c'est un port c'est un hub aussi, et qui traite actuellement, et qui ambitionne de traiter plus de 8 millions de conteneurs. Et c'est dire que quand on parle de Tanger-Med,
tout le business qui est en train de se faire autour. Il n'y a pas que le port, il y a maintenant des gens qui s'installent dans le service, dans l'accompagnement, dans pas mal de choses. Et il y a beaucoup d'entreprises françaises aussi qui sont installées dans cette niche qui est très importante. Vous savez que El Gezeras commence à se poser la question, sachant que le port d'El Gezeras avant ambitionnait de jouer ce jeu-là. Et pour plusieurs raisons. D'abord, parce que donc il y a des avantages, certes, en termes fiscaux et autres, mais aussi il y a des avantages en termes de coût de main-d'œuvre dont on n'en a pas parlé, puisque nous avons un coût de main-d'œuvre non seulement compétitif en termes de coût, mais aussi compétitif en termes de formation. Le gouvernement marocain a signé et continue à signer des conventions de formation, peut-être on va en parler cet après-midi-là, secteur par secteur, pour mettre à la disposition des investisseurs non seulement une main-d'œuvre relativement compétitive en termes de prix, mais on n'est plus dans cette logique de prix, puisqu'on sait que d'autres cieux nous ont dépassé à ce niveau-là. Et là, c'est beaucoup plus en termes et de prix, mais surtout en termes de formation et en termes de proximité culturelle avec l'Europe. C'est très important. Dans le cadre d'une stratégie partagée et consensuelle entre l'État et les industriels, au-delà des changements de gouvernement et des clivages politiques, le Maroc a su développer une base aéronautique en moins de 10 ans, 100 sociétés se sont implantées, contre 6-7 il y a une dizaine d'années, plus de 10 000 emplois hautement technologiques, 1 milliard $ de chiffre d'affaires à l'export et en moyenne annuelle 17% de croissance, 6% de part dans le PNB aujourd'hui, dans les exportations aujourd'hui, contre moins de 0,5 il y a une dizaine d'années. Alors ceci vous donne une idée sur l'évolution accélérée de ce secteur. Vous voyez comment le chiffre d'affaires à l'export a évolué en une dizaine d'années, le nombre d'emplois, le nombre de compagnies. Nombre d'emplois, on est passé de à peu près 300 à plus de 10 000. Nombre d'entreprises de 3, 4 à 106. Ceci montre, cette slide donne une idée sur le nombre d'entreprises qui sont implantées au Maroc sur la dernière décennie. Le dernier qui a annoncé sa présence, c'est Bombardier, depuis une année. Depuis Eaton, le géant américain de tout ce qui est management de l'énergie, a décidé de s'implanter. Sagem, que vous connaissez, et NSE. Ce qui est intéressant dans la supply chain marocaine, c'est qu'on n'est pas dans une industrie de main-d'œuvre uniquement, ou dans une industrie monoculture intensive. Nous sommes dans la palette de tous les produits. Ça va de l'ingénierie, les services, le travail des métaux, les matériaux composites, tout ce qui est électronique, câblage, système de câblage aéronautique, assemblage de pièces structurales comme les inverseurs d'avions ou les réparations et maintenance d'avions. Au Maroc, nous avons aujourd'hui, avec les moteurs JV avec SNECMA et les avions JV avec Air France, nous avons la base européenne la plus compétitive dans le prolongement de l'Europe dans le domaine de la maintenance avions et moteurs pour ce qu'on appelle le monocouloir. La filière aéronautique, spatiale, défense et sécurité normande qui s'est créée il y a quelques années et qui montre que effectivement la Normandie est une terre propice dans ces domaines. Et j'étais très content d'écouter monsieur le président du GIMAS parce qu'effectivement j'ai pris conscience, j'avais une vision mais elle s'est encore amplifiée de tout ce que nous pouvons faire ensemble. Alors cette filière présente ici sur le territoire a pour ambition de développer le territoire normand en développant l'activité aéronautique, spatiale, défense et sécurité. Donc pour ça, nous avons un plan ambitieux pour développer nos membres industriels, mais aussi en parallèle développer nos partenaires que sont les établissements d'enseignement et les laboratoires de recherche. Second objectif est d'attirer sur notre territoire des talents pour préparer le futur. Et comme ça a été dit, nous avons devant nous un futur exceptionnel puisque 35 000 avions à construire, c'est un objectif majeur.
et nous savons que nous avons un rôle à jouer, que notre territoire a tous les atouts pour participer activement à ce développement de l'aéronautique. Et pour ça, il faut faire connaître que la Normandie est une région aéronautique et spatiale. Ça commence à être connu, mais ce n'est pas encore suffisamment connu. Et j'espère que cette réunion d'aujourd'hui permettra à nos amis marocains de bien prendre conscience qu'effectivement, sur le territoire normand, nous avons des pépites dans beaucoup de domaines industriels. Alors, nos domaines d'activité, nous avons commencé modestement avec l'aéronautique et le spatial, mais en fait, on s'est vite aperçu que les compétences que l'on met en place dans ces deux domaines sont aussi extrêmement utilisées et importantes pour développer le secteur de la défense et de la sécurité. C'est pour ça que nos entreprises, que ce soit nos grands groupes ou les PME, travaillent sur ces 4 secteurs, aéronautique, spatial, défense et sécurité. Et j'ai vu tout à l'heure que ça correspondait exactement à la même structure qui est présente au Maroc. Donc c'est une raison de plus de bien s'entendre. Donc le périmètre, c'est toutes les entreprises de la filière automobile de la région, selon les critères du statut de la PFA. Donc on peut être constructeur, équipementier, fournisseur ou carrossier, tous ceux qui ont une liaison avec l'automobile, quoi. Et tous les partenaires institutionnels ayant un lien avec la filière. Donc ça veut dire les centres de recherche, ça veut dire les écoles, ça veut dire... c'est pas que de l'industrie, quoi, hein. Tous ceux qui sont liés à la filière automobile. Donc l'ARIA est nécessairement une association, elle est soutenue principalement par la Directe de Haute-Normandie qui est présente, l'État, la région Haute-Normandie. Là j'avais écrit, en fait, elle est le relais actif de la PFA, c'est-à-dire qu'on s'appelle ARIA, mais on pourrait s'appeler, non, mais PFA Haute-Normandie, c'est pas très loin, quoi, hein. C'est vraiment au départ une idée nationale, quoi. La plateforme de la filière automobile a pour objectif de définir et de mener des actions contribuant au renforcement de la filière. C'est clair, c'est d'avoir une filière plus forte. Au mois de décembre au Maroc, donc ça on a relayé l'information, enfin, je ne savais pas qu'on venait aujourd'hui, on a relayé l'information à nos adhérents à l'automne. Il y a des gens de Basse-Normandie, bon c'est pas la Haute-Normandie, qui sont allés. Et je sais qu'il y a un salon de la sous-traitance automobile à Tanger aussi le 23 et le 25 avril. Donc là, c'est pareil, nos adhérents sont demandeurs. En fait, les adhérents de la Haute-Normandie sont demandeurs à aller voir ce qui se passe, comment on peut travailler avec les Marocains. C'est plus dans le sens d'échange. Il n'y a pas de se dire... c'est pas que de dire on va investir au Maroc, il y a des compétences là-bas et il y a des compétences ici. Comment globalement les compétences de tout le monde peuvent être... comment ça peut faire monter en compétence tout le monde, quoi, hein. C'est dans ce sens-là, hein, qu'il faut prendre les choses, je pense. Je pense que c'est plus de l'échange. Effectivement, comme vous l'avez pu l'entendre, ce qui est valable dans l'aéronautique, dans l'automobile, l'est aussi pour l'énergie, c'est que nous recherchons candidats désespérément, et notamment dans des métiers techniques, des métiers qualifiés qui sont communs à toutes ces activités, des chaudronniers, des mécaniciens, des électrotechniciens, et on peine effectivement à recruter parce qu'on n'a pas assez de candidats. Donc le constat étant partagé, on a donc effectivement imaginé que regrouper les entreprises de l'énergie ayant des besoins comparables pouvait faire sens par au moins l'idée de la mutualisation. L'idée est aussi de travailler de manière mutualisée sur la sous-traitance. On sait au fond que des compétences qui se sont développées dans la maintenance d'unités pétrolières ou d'unités de raffinage gazières ainsi que dans le nucléaire peuvent aussi se valoriser dans le domaine des énergies renouvelables. Et au fond, ce qu'on manque, ce dont finalement chacun fait un constat qui, au fond, pouvait être de regrouper toutes ces compétences, de les identifier dans un premier temps et ensuite de les valoriser dans le cadre de nouveaux projets énergétiques. C'est par exemple ce qui s'est passé récemment quand la Haute-Normandie a été élue territoire de projets éoliens en mer, et où les constructeurs Areva et Alstom sont venus rencontrer les sous-traitants potentiels pour les intégrer dans la chaîne de valeur. Donc, effectivement, faire émerger une sous-traitance locale, en tout cas faire en sorte qu'elle puisse contribuer, participer à la filière industrielle des énergies, faisait sens. Troisième raison,
C'est qu'au fond, sans déroger à la règle, on voit bien que ce soit l'aéronautique, que ce soit dans le domaine de l'automobile, l'innovation est au cœur des problématiques. Et si bien sûr chacun a sa propre stratégie technologique, ses propres procédés, ses propres approches, il n'en demeure pas moins vrai que des approches mutualisées peuvent faire sens. C'est ce que Philippe Eudeline, au nom de l'aéronautique, expliquait à l'instant. C'est qu'au fond, on peut, en étant ensemble, on est plus fort. On peut faire des économies, en tout cas de moyens et de ressources, dans des temps où l'argent se fait rare, pour travailler sur des démonstrateurs éoliens, démonstrateurs gaziers, de biogaz, dans toute forme d'énergie. Je vais vous donner un peu des statistiques dans le transport maritime au Maroc. L'activité globale, l'année 2013, on a eu dans les 92 millions de tonnes entre le trafic national et le transbordement. Il y a eu 69 millions de tonnes trafic national et 22 millions de tonnes de transport qui a été transbordé par le Maroc. Dans les importations, il y a eu 43 millions de tonnes en 2013 et 26 millions de tonnes pour les exportations pour cette année. Alors, comme dans tous les autres secteurs, le transport maritime aussi est en pleine innovation et développement avec le renouvellement de tous les ports du Maroc, la remise à jour, l'équipement, les quais et aussi le personnel. Le Royaume du Maroc est en train d'investir des normes exorbitantes pour mettre à jour tous nos ports, pour concurrencer les plus grands comme Rotterdam ou Anvers et Le Havre. Nous sommes en train de créer des appels d'offres de stevedoring. On est en contact avec des sociétés de la région, car dans chaque port maintenant, on ne voudrait pas qu'il y ait un seul stevedore, mais 2 stevedores pour créer une concurrence légitime entre les sociétés. Nous avons un cluster maritime marocain qui a été créé il y a plus d'1 an entre les Français et les Marocains. Ils travaillent en rude collaboration pour développer la bulle maritime et d'essayer de vraiment développer dans tout ce qui est général dans le maritime. Venez et revenez dans notre région. Je dis vous, monsieur le consul, mais je veux le dire à tous les Marocains et à tous ceux que la Haute-Normandie intéresse. Pourquoi? Parce que, pas l'habitude de faire de la langue de bois, notre région, comme d'autres territoires, a parfois une réputation ou une image qui n'est pas conforme à sa réalité. Et sa réalité, c'est une réalité d'excellence. Pas partout, pas dans tous les domaines, mais dans certains domaines dont mon petit doigt me dit qu'ils sont d'un certain intérêt pour un certain nombre d'acteurs économiques de ce grand pays qu'est le Maroc. Je pense à l'aéronautique, on vient d'en parler. Je pense à la logistique, au portuaire, on vient d'en parler. Je pense aux énergies, et j'emploie le terme au pluriel à dessein parce que dans notre région, eh bien, nous savons ce que les énergies veulent dire. Nous sommes une des régions les plus énergétiques de France, peut-être d'ailleurs la plus énergétique, énergie traditionnelle, mais également énergie renouvelable dans certains domaines, là encore pas tous, ça dépend des caractéristiques des territoires, mais nous avons quelques atouts. Je pense à l'automobile, à la chimie, à la pharmacie, à la cosmétique, à l'agroalimentaire naturellement, et à encore beaucoup d'autres domaines que je suis en train d'oublier. Il y en a peut-être un qui est important, et Jean-Louis Bilouette, le directeur de l'INSA, le connaît bien mieux que moi, l'enseignement supérieur et la recherche, où nous avons des laboratoires, des établissements d'excellence qui accueillent déjà des étudiants marocains, des chercheurs marocains, et je vais dire vice-versa, des chercheurs au Normand où des étudiants vont faire leurs études au Maroc. Et je trouve que c'est une très bonne chose que par la confrontation avec le terrain, de constater la réalité et j'allais dire la dynamique d'un territoire. Nous ne sommes pas bons partout, encore une fois, mais nous avons quelques qualités, quelques capacités, et je suis toujours ravi de les faire découvrir. Vous êtes donc notre invité permanent. Sur le plan culturel, je peux difficilement ne pas évoquer les qualités de notre territoire,
qui vont au-delà, là aussi, des images d'Épinal. Nous sommes là, le berceau de l'impressionnisme, c'est quand même quelque chose de mondialement connu et reconnu. Nous avons des sites naturels qui sont tout à fait remarquables, et là encore, je ne vais pas détailler, mais là encore, j'aurai le grand plaisir de vous accueillir et d'accueillir toutes les personnalités marocaines qui le souhaiteraient pour venir découvrir ou redécouvrir notre belle région. Toutes les entreprises, tous les établissements, toutes les structures ne sont pas forcément dans la même culture de l'échange. Et quand je dis l'échange, je dis bien l'échange dans les deux sens. Il ne s'agit pas uniquement d'exporter, il s'agit aussi d'attirer, de faire venir et de collaborer. Alors il y a des domaines où c'est l'évidence. L'enseignement supérieur et la recherche, Jean-Louis Belouet a certainement présenté aujourd'hui le projet avec le réseau des INSA, ou dans le domaine de la recherche, moi qui suis scientifique de formation, la collaboration, elle est internationale. Et on va chercher l'excellence là où elle se trouve. Et si elle est au Maroc, on va la chercher au Maroc. Mais il y a d'autres domaines où c'est moins le cas, je le dis en forme d'autocritique, dans notre territoire, au Normand. Et donc, je souhaite développer les échanges, dans les deux sens. À la fois pour exporter, mais aussi pour l'attractivité des capitaux et des ressources humaines, même si le terme est horrible, sur le territoire au Normand. Là aussi, dans les domaines qui font notre excellence, s'il y a un horizon stratégique en Haute-Normandie, c'est l'horizon des énergies. Christophe Debeaux est là, filière énergie, vous avez dû en parler longuement, c'est notre premier enjeu stratégique. Il y en a d'autres, bien naturellement, et l'horizon des énergies est lui-même connecté à d'autres sujets importants. On le dit rarement, nous sommes une des régions les plus aéronautiques de France, par exemple. Mais il faut fixer un cap. Et notre cap sur le long terme, c'est l'écorégion, l'enjeu des énergies. La coopération économique entre le Maroc et la France est à l'image du partenariat privilégié qui lie les deux pays et qui se nourrit de relations historiques et de communautés marocaines en France et françaises au Maroc, importantes et bien intégrées. La convergence des positions politiques, aussi bien sur la question bilatérale que sur les questions régionales ou internationales, ainsi que l'intensité de la coopération culturelle en matière de formation des étudiants marocains en France, d'enseignement de la langue française au Maroc, ou dans le domaine de la formation professionnelle ou de l'enseignement supérieur sont des réalités qui créent une base solide pour une coopération économique durable. La France est le premier partenaire économique du Maroc, avec près de 8 milliards d'euros d'échanges commerciaux. Et elle est le premier investisseur, la première source de recettes touristiques et la première source de transfert d'émireux au Maroc. C'est-à-dire la place particulière qu'occupe la France dans notre économie. Toutefois, malgré la croissance régulière des échanges France-Maroc, plus 3,8% par an entre 2000 et 2012, le poids relatif de la France dans les échanges commerciaux du Maroc est passé de 28% en 2000 à 15% en 2012. Pour conserver un partenariat d'exception, dans un contexte de mondialisation et d'ouverture sur d'autres régions du monde, dans un contexte de concurrence et de nouvelles règles de gouvernance, il est nécessaire de travailler en permanence à renouveler notre partenariat pour le projeter sur l'avenir dans une approche gagnant-gagnant.